Jehova galali. Serious. Bonjour Monsieur Graman. Bonjour messieurs. Nous vous recevons ici en tant que directeur national de VVF en RDC et participant au sommet de Durban. Au sommet Durban sur le changement climatique bien sûr. En fait, de quoi il a été question à Durban? Le protocole de Kyoto venait à sa fin en 2012. Il fallait trouver des mécanismes de continuation ou en tout cas trouver un substitut à ces protocoles. Et beaucoup de gens ont estimé que le protocole de Kyoto a été jusque-là le meilleur outil que nous avions pour les négociations climatiques et il fallait qu'on le maintienne. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes tous rendus à Durban pour discuter et négocier avec ceux qui doivent prendre la décision. En fait, c'est pour négocier le protocole de Kyoto qui avait freiné, si on comprend bien. En bref, comment s'est passé les négociations en général et pour VVF aussi en particulier? Bon, le VVF, c'est un organe d'appui aux négociateurs qui sont les officiels. Le VVF est une organisation qui est à travers le monde et qui est présente dans 90 pays et qui contient plusieurs experts en matière de l'environnement mais aussi en matière de climat. Et donc, le VVF a prêté son expertise à n'importe qui était présent à Durban comme négociateur. Et chaque fois que le VVF voyait qu'il y avait quelque part une contribution qu'il pouvait faire, le VVF approchait l'un ou l'autre membre d'une délégation influent à qui il pouvait communiquer une information qui pouvait faire avancer les négociations. C'était ça les rôles de VVF. Les autres membres de délégation officielle, ils étaient là pour les comptes de leurs gouvernements respectifs. Ils sont venus défendre les causes de leur pays ou les causes de leur bloc, parce que les pays se sont organisés en bloc, le G77, le bloc africain, le bloc des pays des îles du Pacifique et de l'océan Indien. Tous ces blocs-là sont venus comme négociateurs. Pendant la restitution, on a eu à comprendre que Durban, c'était le prolongement ou bien ramasser tout ce que Cancun a laissé. En fait, c'est quoi précisément? Qu'est-ce que Cancun a laissé et que Durban a pu récupérer? Toutes les questions techniques, c'était l'affaire de Cancun. Les MRV, la RED, comment ils devaient fonctionner, c'était Cancun qui a fait l'agenda. Mais toutes les questions politiques, quant à savoir qu'est-ce qui va advenir du protocole de Kyoto, et sous quelle forme il va être poursuivi, tout ça, c'était Cancun qui a ramassé. Donc il y a une série de questions de nature politique que Cancun a laissé en suspens et que Durban a ramassé comme héritage de Cancun. Et ce sont celles-là qui ont été abordées principalement. Quelles sont ces questions? Principalement, il y a la question du fonds vert, du fonds de financement. Comment nous allons financer les activités destinées à atténuer ou à s'adapter au changement climatique? Avec quel argent? Quelles sont les sources? Ça, c'est une première question. L'autre question, c'est est-ce que Kyoto doit continuer? S'il doit continuer, quelle sera la forme qu'il faut qu'on lui donne? C'est une question aussi qui est arrivée. Et puis, bien sûr, l'économie verte. Comment allons-nous arriver à l'économie verte? Est-ce que les pays sont prêts pour cela? Quelle sera l'attitude de certains pays comme les États-Unis qui jusque-là n'ont pas ratifié la convention, le protocole de Kyoto? Ça, ce sont des questions qui sont restées en suspens et qui n'ont jamais trouvé de réponse à Cancun. Des éléments comme les fonds verts, l'économie verte et tout, comment Durban a-t-il abordé ces questions et quelles sont les réponses qui en sont sorties? Malheureusement, il n'y a pas de réponse concrète à toutes ces questions jusqu'à présent. Ce que nous avons, c'est un engagement politique des pays de continuer avec une nouvelle période d'engagement de Kyoto. Mais il n'y a pas de détails particuliers pour
pour dire que nous allons faire ceci, quels sont les degrés d'engagement que nous allons prendre, à quel pourcentage allons nous arrêter pour la réduction des émissions dans les pays industrialisés, quelles sont les attentes des pays africains, tout ça, ça n'a pas été défini. Et donc ils ont mis en place un protocole de Durban, qui est dit de Durban. Ce protocole va essayer de faire approfondir les actions de Kyoto. Et ils ont pour cela jusqu'en 2015 pour pouvoir amener sur la table un document qui puisse permettre de commencer des négociations, qui puisse nous permettre justement de voir clair dans les prochaines échéances, principalement en 2020, parce que c'est en ce moment-là qu'éventuellement les ratifications peuvent commencer. On est à des degrés, je pense. On n'y est pas encore, mais on y est presque. Et on veut que en 2020, on négocie un protocole pendant qu'on évite aussi d'atteindre les 2 degrés. Que pensez-vous de cette attitude? J'estime que c'est une attitude suicidaire, mais je crois qu'il nous faut un tsunami peut-être, ou d'autres phénomènes graves qui puissent réveiller la conscience de certaines personnes pour que nous adhérions au protocole de Kyoto tel qu'il a été conçu à Kyoto. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Les négociations continuent. Éventuellement, les esprits peuvent changer. Et peut-être que nous verrons un changement majeur avant qu'on arrive en 2020. Il est dit aussi que Durban n'a pas apporté grand-chose, mais ils l'ont quand même sauvé. En quoi Durban a-t-il sauvé? Qu'est-ce qu'il a sauvé? Durban n'a pas. Nous ne devons pas dire que Durban n'a pas apporté quelque chose. Durban, en fait, a apporté beaucoup de choses parce que ni était la pression du bloc des pays non développés, des pays en développement, ni était la pression de l'Union européenne, aidée en cela par l'Union européenne et les pays des îles. Le protocole de Kyoto, tel que nous les connaissons, serait complètement mort. Et on aurait à la place des engagements qui ne sont pas contraignants. Et donc, à quelque part, le protocole, la conférence de Durban y est pour quelque chose. Et nous sommes contents que cette conférence ait quand même eu lieu et qui nous a donné les résultats qu'il nous a donnés, parce qu'il y en a qui n'espéraient plus. Parce que si vous regardez bien, l'Inde, qui est notre allié, n'y croyait pas et ils n'ont rien fait. Et les États-Unis sont restés sur leur position. Et les Canada, vous avez appris qu'ils se sont carrément retirés. Donc, que nous ayons encore ce protocole de Kyoto qui se prolonge, qui a une nouvelle période d'engagement qui s'annonce, je crois que c'est ça le mérite de Durban. Pourquoi ces pays industrialisés ont du mal à accepter de réduire leurs émissions? Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque en fait? Bon, ces pays-là ont un outil de production qui est consommateur de carbone. Le changer va demander beaucoup de fonds. Et si vous regardez très bien, nous sommes tous en crise ces jours-ci. Les pays industrialisés sont en crise. En Europe, il n'y a que l'Allemagne qui a la tête hors de l'eau et peut-être la Norvège. Et tous les restes sont noyés. Et alors, vous n'allez pas trouver de l'argent en Europe. Et si vous allez aux États-Unis, le problème est le même. Donc, il n'y a pas d'argent disponible pour pouvoir faire des avancées significatives dans cette direction-là. C'est pour cela que nous sommes en train de souffrir de cette question. Quel est l'impact du changement climatique aujourd'hui en ce qui concerne notre pays particulièrement? Est-ce que nous sentons déjà cela? Il y a déjà des manifestations visibles. Oui, à moins que vous n'ayez pas l'œil observateur, il y a des changements très visibles. Regardons juste en regardant les arbres fruitiers. Quand moi j'étais jeune, en tout cas, les arbres fruitiers venaient à maturité à une certaine période. Maintenant, il y a des fruits à tout moment, il y a des floraisons à tout moment. On ne sait même plus. Les arbres eux-mêmes ne comprennent plus ce qui se passe. Si vous regardez les événements des précipitations atmosphériques, vous vous rendrez compte que la petite saison sèche allait de janvier à février. Aujourd'hui, dès décembre, il n'y a plus de pluie. Depuis cette année, par exemple, depuis le mois de fin novembre, je n'ai pas vu de pluie à Kinshasa. Novembre, décembre, janvier, et nous sommes en février là.
Il n'y a pas de pluie. 3 mois de saison sèche, petite saison sèche, c'est quand même une catastrophe. Si vous regardez le fleuve, nous avons connu des étiages que de mémoire de l'homme que je suis, je n'ai pas vu. Depuis que je suis né, je n'ai pas vu des étiages aussi drastiques que ceux-là. Alors, qu'est-ce que vous voulez encore savoir? Si vous regardez au lac Toumba, vous verrez que le lac Toumba s'est rétréci. Le lac Maindombe s'est rétréci lui aussi. Et alors, il faut seulement ouvrir les yeux, on voit tout autour de nous des problèmes qui se posent. La saison culturelle dans le Bas-Congo est complètement foutue parce que les gens ont attendu les pluies. Ils n'ont pas eu de pluie, ils ne peuvent pas s'aimer. Quand est-ce qu'ils vont s'aimer? Est-ce que les pluies vont revenir? Et s'ils reviennent, combien de temps elles vont faire? Grosse question. Mais on dit que les pluies proviennent aussi de la forêt. La RDC a encore sa forêt, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on connaît ces changements climatiques brusques aussi? Parce c'est un problème d'externalité. C'est comme quelqu'un vous êtes dans une maison basse, et il y a quelqu'un au-dessus de vous qui a une maison haute, vous mettez de la fumée chez vous, mais la fumée monte à l'étage. C'est pas lui qui a mis la fumée, c'est vous qui avez mis la fumée. Et donc c'est la même chose pour les histoires climatiques. Les choses se passent loin, mais l'impact se sent ailleurs. C'est ça qui nous arrive. Et qu'est-ce que fait VVF pour essayer de lutter, pour limiter ces émissions pour que la RDC puisse encore survivre jusqu'en 2020? Bon, VVF tout seul ne pourra rien faire. VVF essaye d'accompagner le gouvernement dans ses activités de conservation de la nature. Nous sommes partenaires privilégiés de l'ICCN, mais aussi partenaires du ministère de l'Environnement dans toutes les activités qui sont en train d'entreprendre, particulièrement dans l'éveil des consciences des populations, mais aussi des mesures d'atténuation comme la plantation de quelques arbres. Nous avons jusqu'à ce jour planté 10 millions d'arbres au Kivu. 10 millions d'arbres pour essayer de venir en aide à la population pour la production de charbon de bois, pour qu'ils n'aillent plus couper les forêts naturelles, par exemple. Ça c'est pour vous donner un exemple. En vous suivant aujourd'hui lors de la restitution, vous avez parlé d'un accord, je ne sais pas, d'une rencontre avec les Brésiliens. Et je pense que vous avez dit qu'ils vont descendre au Congo. En fait, c'est là pourquoi seront-ils là et vous avez profité de quoi? Le Brésil a quelques distances d'avance sur nous en matière de forêt, en matière de technologie, et tout ça. C'est un pays émergent, c'est un pays du Sud. Et dans le cadre de la coopération Sud-Sud, nous pensons que nous pouvons apprendre beaucoup de choses du Brésil, principalement en ce qui concerne les mesures, les rapportages et la vérification des émissions dues à la déforestation. Ce sont des gens qui sont très avancés, ils ont la technologie locale de chez eux dont nous pouvons profiter. Et je pense que le Brésil serait les bienvenus pour nous aider dans ce sens-là. Selon vous, quels sont les termes de négociation que peuvent avoir entre les pays sous-développés comme nous là, les pays en voie de développement, et les grands pollueurs, si je peux les appeler comme ça? Parce que nous, on a la forêt, on a ce qu'on a, mais eux, ils ont besoin qu'on puisse réduire, pendant qu'eux-mêmes ne veulent pas de réduire. Comment ça peut se passer? Nous devons convaincre ce pays à réduire les émissions et réduire sérieusement les émissions. Nous ne pouvons pas nous permettre de n'avoir que l'atténuation due à la déforestation évitée. Ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'eux, qui sont des grands pollueurs, doivent accepter de mettre un peu d'eau dans leur vin, c'est-à-dire de perdre un peu de leur standard de vie. Parce que, comme je vous disais, il y en a qui mangent 9 fois plus que n'importe quel être humain, qui vivrait bien pourtant. Et donc, il y a un gaspillage de ressources à leur niveau. S'ils acceptaient de revenir à des niveaux, si pas à des niveaux qui aillent jusqu'à 1,9 hectares par personne, mais au moins qui réduisent ne fût-ce que de moitié, ce sera quand même 4,5 de fois plus qu'il n'en faut. Et donc, je parle ici des États-Unis. La France, s'il peut réduire de moitié, serait 2,5 fois. Donc, il y a quand même moyen de faire quelque chose, s'ils veulent bien. Voilà. En fait, que risquera alors le monde si cela n'arrive pas? Nous avons tendance à croire que nous sommes les êtres privilégiés de Dieu et qu'il ne peut rien nous arriver parce que Dieu ne permettra pas. Moi, je suis convaincu que si nous continuons à faire ce que nous faisons,
la vie de l'être humain telle que nous la connaissons aujourd'hui disparaîtra, il y aura une vie, mais qui ne sera pas nécessairement des êtres humains sur Terre, parce que nous allons tous partir. Tous partir. Et ça, ce n'est pas une blague. Si on vous donnait l'occasion de lancer un message, un mot à ceux qui vous suivent par rapport à ces changements climatiques, qu'est-ce que vous leur direz? Je m'adresse particulièrement aux Congolais qui doivent savoir que la forêt, c'est vrai que c'est un patrimoine mondial, mais c'est une forêt qui, à notre niveau, est plus importante que pour l'humanité. C'est-à-dire que chez nous, nous dépendons de la forêt comme l'enfant, le nouveau-né dépend de la mère. Nous ne pouvons pas nous permettre de couper la forêt parce que les autres nous demandent de la protéger. Parce qu'il y a des gens qui ont une réaction inverse. On dit, l'Occident nous demande de protéger, si c'est comme ça, nous coupons la forêt. Non, 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 il ne faut pas qu'on coupe la forêt parce que cette forêt-là, elle nous est vitale, nous d'abord. Si cette forêt disparaît, il n'y aura pas d'eau. Pour nous, le fleuve séchera. L'étiage que nous avons connu, c'est rien par rapport à ce qui va arriver. Et donc, nous devons faire attention. Et au gouvernement, je dirais, messieurs les législateurs, messieurs ceux vous qui nous gouvernez, faites un effort, faites en sorte que nous ayons un plan d'aménagement du territoire qui puisse mettre de côté certaines terres pour maîtriser la déforestation. Faites en sorte que les terres soient allouées aux usages qui leur sont les plus propices par rapport à leur aptitude. Ce sont ces choses-là que j'aurais voulu dire à un de mes compatriotes pour cette particulière question que vous m'avez posée. Donc, comme vous l'avez dit, sans pluie et sans forêt, pas de pluie, pas de pluie, pas de fleuve, et pas de fleuve, pas d'inga. Donc, c'est-à-dire c'est... Exactement, justement, il n'y a que nous qui avons cette particularité. L'Amazonie n'a pas cette particularité. En Amazonie, vous avez de longues périodes sans nuages. C'est pour cela qu'eux, avec les satellites, ils n'ont pas de problème. Ils peuvent analyser les images satellites sans problème. Moi, quand j'analyse une image satellite ici, je dois dégager les nuages, je dois chercher parmi des milliers d'images celles qui n'ont pas de contamination nuageuse. C'est parce que justement, il y a un recyclage de l'eau par les forêts qui fait que la partie congolaise est toujours nuageuse. Et ce nuage-là, c'est grâce à notre forêt. Alors qu'en Amazonie, l'eau vient d'ailleurs pour venir tomber sur l'Amazonie. En tout cas, en grande partie. Monsieur Lumbwe Namo, nous vous remercions. Merci beaucoup, monsieur. Uche hofa galali. Serious.